Voilà, à toi Bernard. Merci Samuel. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être là donc, pour ce webinaire que nous organisons aujourd'hui, tout spécialement par rapport aux achats, les achats publics et la certification PEFC. Effectivement, peut-être quelques règles en introduction dont tu parlais, hein, Samuel. Donc, nous avons ici coupé vos micros et vos caméras donc, pour l'ensemble des spectateurs. La session est effectivement filmée pour que chacun puisse la retrouver par la suite. Et nous laisserons un espace de questions-réponses en fin de session, donc après les trois présentations, où vous pourrez dans le chat écrire vos questions et nous y répondrons donc avec grand plaisir. Alors, nous serons 3 orateurs. Je vais peut-être laisser dans un premier temps 30 petites secondes à M. Kamsamam Lutz de se présenter. Comme ça, vous les verrez de visu à l'écran. Et ensuite, nous parcourrons les différentes présentations. Peut-être, M. Kam, sans quelques mots, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes. Oui, donc bonjour à tous. Donc Martial Kams de la société Vicabois Morville. Morville, ça se situe entre Philippeville et Dinan. Donc nous sommes une série de chaînes familiales. Enfin, je reviendrai sur tout ça un peu plus tard. Et je suis le gérant, quoi, hein. Donc voilà, 3e génération. Magnifique. Voilà. Madame Lutz. Alors, je suis Sylvie Lutz. Je travaille au service public de Wallonie, au SPW, donc au secrétariat général, et plus précisément à la direction du développement durable. Et je travaille principalement sur des projets qui sont liés à la construction durable. Merci, parfait. Voilà, en 2 mots, mes activités d'aujourd'hui. J'avais fini. Très bien, merci. Et moi-même, voilà, donc je suis account manager pour PEFC Belgium depuis quelques mois, donc fraîchement arrivé dans le secteur avec pas mal d'enjeux, un monde magnifique que suit la certification forestière. Voilà, donc on va engager alors peut-être avec la présentation. On a fait le choix en fait de d'abord partir du terrain, donc quelles sont les entreprises certifiées, donc ceux qui au quotidien vivent la certification et vivent le bois, pour ensuite partir sur la certification en tant que telle, ce qu'apporte la certification PEFC. Et dans un troisième temps, Madame Lutz parlera vraiment du volet institutionnel, du rôle de la région wallonne. Donc voilà, pas très gentleman de laisser Madame Lutz parler dans un troisième temps, mais ce sera la structure qu'on s'est donnée pour être sûr d'être le plus clair possible. Voilà. Elle peut passer au prochain slide. Et donc, la parole est à vous, Monsieur Kams, par rapport à MDN Industrie. Oui, donc, pardon. Voilà, donc dans un premier temps, je vais faire une présentation de l'entreprise. Ensuite, je parlerai d'un projet un peu lié, projet public ou partenariat public-privé, donc la place des séances de Val-la-Neuve. Ensuite, je parlerai un petit peu de nos attentes envers le PEFC et envers les pouvoirs publics, et finalement une petite conclusion. Donc voilà, donc je reviens sur la présentation. Donc comme je l'ai dit il y a 2 minutes, nous sommes une société familiale active dans le secteur du bois depuis les années 50. C'est mon grand-père qui a commencé. Nous employons actuellement 17 personnes et nous scions essentiellement du chêne. Nous achetons les bois sur pied dans un rayon d'environ 50 km, essentiellement auprès des communes et auprès des domaniales, ce qui fait que pratiquement 100% des bois que nous achetons, je peux même dire 100% des bois que nous achetons sont des bois qui sont certifiés PEFC à la base. C'est important pour nous d'avoir des bois certifiés parce que ça nous conforte dans notre travail et ça nous garantit un avenir de forêt gérablement et donc pour la succession, puisqu'on espère qu'il y aura des générations suivantes. Le PEFC et la certification, c'est important. Outre la scierie, nous avons aussi 2 cellules de séchage et un négoce de bois sur le côté pour valoriser des bois qu'on achète ou des bois que l'on produit.
dans nos activités, nous avons aussi développé une activité un dépôt de bois de chauffage. Alors aussi environ 10 000 m3 de chêne par an. Ça représente 2 camions par jour. Et nous couvrons toute la filière de l'exploitation forestière jusqu'à la fabrication des produits finis, voire semi-finis. En produits finis, par exemple, on produit du parquet que nous certifions à la fois PEFC et bois local parce que nous achetons tout dans la région, quoi. Alors, nos produits finis, c'est assez divergent. C'est l'avantage du chêne. Pratiquement toutes les parties du chêne sont utilisées dans. C'est un peu le gros avantage de cette essence-là. Donc, dans les plus belles parties, on va fournir des gens qui font du meuble, qui font des bois de qualité. Dans la partie un peu supérieure, les 4-5 mètres après, là, on va trouver des nœuds. Et donc, on va partir sur des parties plus rustiques. On va fournir des gens qui font du parquet, des gens qui font du bardage, des gens qui font de la terrasse. Et puis, dans la dernière partie, la partie la moins noble, ça va plutôt être une utilisation que nous, on qualifie d'industrielle. Donc, ça peut être de la paletterie ou ça peut être de la décoration du jardin, voire on fournit encore les chemins de fer pour en traverse ou en pièces de croisement, qui s'appelle ça, là où il y a plusieurs voies qui sont contiguës. Donc voilà. L'entreprise, elle se situe sur la grande route Philippeville-Dinan, donc en province de Namur, dans la commune de Florenne. Maintenant, je vais vous parler du projet de la place des sciences. Nous avons fourni le bois et l'entreprise de Grave s'est occupée de la mise en œuvre. Donc, dans les projets un peu hors sentier battu auxquels nous avons participé, celui de la place des sciences à Louvain-la-Neuve est certainement l'un des plus intéressants. Bien sûr, comme dans tous les marchés publics, la certification prouvant que les bois provenaient de forêts gérées durablement était requise. Alors, l'avantage du projet était que le maître d'œuvre avait mandaté des ingénieurs qui connaissaient bien le bois, et en particulier le bois indigène, pour établir le cahier des charges. Celui-ci était donc pour nous réaliste et réalisable, ce qui était un gros avantage. Les qualités et les caractéristiques du chêne sont différentes de celles des bois exotiques. Or, par le passé, en bois extérieur, on utilisait souvent du bois exotique. Donc, c'est important que le maître d'œuvre tienne compte du fait qu'on veut travailler du chêne et pas une essence exotique. Par exemple, dans le chêne, il faut accepter des nœuds, ce qui n'est pas toujours le cas dans les exotiques tant que ceux-ci sont sains, et particulièrement en terrasse. On peut avoir du chêne sans nœuds. Le risque, c'est qu'on va faire grimper énormément le prix et exploser le budget. Et donc, alors, le projet risque de capoter parce que les prérequis étaient trop sélectifs par rapport à l'essence. Alors, dans le projet, je vais revenir un peu sur le projet de la place des sciences. Dans ce projet, nous avons rencontré, je veux dire, plusieurs petites difficultés qu'on a pu surmonter. Il y avait aussi de notre côté et du côté du maître d'œuvre un manque d'expérience à ce niveau-là. Donc, le premier, c'est qu'étant donné que les dimensions des boîtes de la terrasse, c'était un peu hors norme, hors standard, particulièrement au niveau de l'épaisseur, nous n'avions pas de bois de stock. Il a donc fallu qu'on mette en place une production adaptée à la fois à la qualité et aux dimensions. La qualité ne devait pas être trop haute parce qu'alors, bon, ça posait un problème de budget et fatalement pas trop inférieur, pas en dessous de ce qui était demandé. Sinon, là, on aurait eu des bois refusés et c'était pas l'objectif que la terrasse ne soit pas durable.
Donc, voilà. Donc, ça a pris un certain temps. La partie sciage a déjà pris plusieurs mois. Il a fallu les sécher et là, on a perdu beaucoup de temps. Ça a pris plus de temps qu'on ne le pensait pour le séchage. Et puis après, la mise en œuvre, ça s'est bien passé. Donc, c'est un peu ce que je voulais envoyer comme signal, c'est qu'il faut être bien attentif quand on lance le projet au délai et tenir compte du fait que si on est dans un projet hors norme, alors il n'y aura pas de bois de stock, on va devoir les produire et donc ça risque de porter, de donner un certain délai qui peut parfois être de plusieurs mois, 7-8 mois, quoi. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc après la production, il a fallu laisser les bois commencer le séchage d'abord en extérieur, le temps que dans le chêne, enfin que l'eau lessive un peu le bois afin qu'on puisse le sécher et finir le séchage dans les séchoirs. Donc il faut qu'il se stabilise avant de rentrer dans les séchoirs, sinon on a beaucoup de problèmes de déformation du bois dans les séchoirs. Donc l'idéal est de laisser le bois sécher à l'air pendant 2-3 mois avant de le rentrer, avant de le mettre dans les séchoirs, quoi. On peut aussi se dire que ce genre de produit n'est pas obligé de passer dans les séchoirs, mais alors on doit attendre plusieurs années avant qu'il soit stabilisé pour pouvoir en œuvre. Donc là, c'est pas très réaliste. Le troisième point qui a été un peu difficile pour nous, pour le projet, les ingénieurs avaient prévu un profil particulier, qui ma foi est intéressant, mais qui est un peu, c'était un peu nouveau aussi, donc on a dû faire fabriquer des outils. Donc le dessus de la planche était arrondi de manière à ce que l'eau ne stagne pas, et sur les dessous, il y avait des rainures, mais à des endroits bien précis, afin que des attaches qui se mettent par le bas viennent se fixer dans le bois sans faire de dégâts. Donc voilà, ce qui fait qu'entre le début de la production et la livraison finale, cela a duré plus de 9 mois. Je vais quand même dire que nous sommes fiers d'avoir participé à ce magnifique projet et je trouve que c'est une belle vitrine pour le chêne wallon et pour le savoir-faire à la fois des scieries wallonnes, mais des gens qui l'ont mis en œuvre. Nous avons eu plusieurs projets dans ce sens-là. Nous avons eu plusieurs projets un peu hors normes, peut-être moins intéressants ou moins connus. Il y a eu la rénovation de l'ascenseur numéro 1 de Strépitieux, où là, on a changé tous les bois, toutes les passerelles. De haut, c'est avec de grave. Nous avons fourni les bois. Ils sont mis en œuvre. Il y a eu l'aménagement de l'ancienne rotonde des chemins de fer du Luxembourg à Bourville, qui a été transformé donc ils ont transformé un bâtiment industriel en salle de réception, de spectacle. Et de nouveau, c'était très intéressant parce que là, ils voulaient repartir sur l'idée d'utilisation industrielle que le bâtiment avait. Et donc, on a installé ce qu'on appelle des fonds de wagons comme sol, donc des fonds de wagons qui sont utilisés pour les wagons de chemin de fer pour boucler un petit peu la boucle. Il y a eu aussi une passerelle qui a été faite toujours à Louvain-la-Neuve. Donc voilà un peu pour les projets les plus intéressants auxquels nous avons participé ces dernières années. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais parler un peu des ventes des scieurs par rapport au PEFC. Oui, les différents enjeux, en effet, oui, de la filière. Voilà. Oui. Donc, bien qu'il n'y ait pas de déforestation en Europe de l'Ouest, enfin, en Europe de l'Ouest, il n'y en a pas, en Europe, il y en a peut-être un peu. Le bois est parfois victime d'un manque d'image. Le PEFC est l'outil qui peut nous permettre de donner une image correcte de notre matériau. Une communication sur le fait que l'exploitation forestière n'est pas de la déforestation, mais bien de la sylviculture me semble essentielle à l'heure actuelle. C'est un message important à faire passer et on a souvent des critiques par les voisins d'un lot qui est en périphérie de ville
qui viennent nous dire ouais, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, et on doit leur expliquer que non, ça fait partie de la vie et que c'est géré, c'est pas de la déforestation, quoi. Donc, nous attendons aussi du PEC qu'il aille un peu plus loin dans le raisonnement, ou beaucoup plus loin, car une grande partie des chênes prélevés en Europe sont expédiés sous forme de grumes en Chine par conteneur chargés directement en forêt. Alors, il nous semble que l'on s'éloigne de la philosophie de développement durable qui doit prôner le PEFC. Donc, dans ce cadre-là, je profite du micro qui m'est attribué aujourd'hui pour faire passer un petit message vers les mandataires politiques en disant que les scieries de chêne sont en grand danger actuellement. Depuis plusieurs mois, presque tous les chênes vendus sur notre territoire partent en Chine. Le prix du chêne a doublé en 6 mois, ce qui fait que des milliers d'emplois sont en jeu. Car après la transformation, si les scieries n'arrivent plus à acheter, vient la première transformation, vient la seconde transformation, qui elle est grande pourvoyeuse d'emplois. Et donc, il y a un danger à ce niveau-là, quoi. Alors, pourquoi les vraiment Chinois socio-économique et écologique d'une part. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ouais. j'attire quand même l'attention. Alors, pourquoi les Chinois achètent-ils du chêne? Parce que les bateaux ne peuvent pas repartir à vide. Alors, il faut absolument lester, sinon ils risquent de chavirer. L'État chinois aide donc les scieries, mais c'est compliqué à prouver actuellement. Les Chinois ont déjà agi de la sorte dans le hêtre. Ils ont fait flamber le prix, et une fois les villes de hêtre européennes fermées, ils ont divisé le prix par 5 ou 10. Donc maintenant, c'est une catastrophe pour les communes qui possèdent beaucoup de hêtres, quoi. Alors, j'attire l'attention aussi aux communes sur le fait qu'il y a des solutions qui existent. Les communes wallonnes ont la possibilité de réserver une partie de leur production, une partie de leur chêne aux scieries wallonnes. Je vous demande de réfléchir très fort à cela, car on ne peut pas espérer faire adopter aux gens un comportement éco-responsable d'un côté, et que nos propres communes vendent leur chêne chinois sans aucune transformation. D'autant plus que cet exode de matières premières détruit beaucoup d'emplois chez nous en Wallonie. À l'avenir, il faudra aller encore plus loin et faire comme le font les pays africains, exiger une transformation locale, ou comme les Russes, taxer l'exportation de grumes. Les Français ont opté pour un système d'obligation de transformation en Europe pour une partie des bois, et les Allemands vendent prioritairement leurs scieries. Bref, un peu partout dans le monde, on a mis des balises pour ne pas que les Chinois puissent cannibaliser les entreprises et les emplois locaux. Je vais peut-être me permettre, si Oui. vous me permettez, M. Camps, de laisser intervenir M. Oldenau par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est une thématique qui nous préoccupe aussi. Et bien, on est en plein dans les enjeux, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas on va dire le sujet premier du webinaire, mais néanmoins, ça a un impact aussi sur l'achat public. Et je pense que Samuel, tu voulais peut-être intervenir là-dessus, sur ce point quand même assez pertinent de M. Camps, brièvement, pour ne pas trop entraver l'agenda. Tout à fait. Pour répondre à sa première question sur la déforestation, c'est en effet quelque chose que nous communiquons très régulièrement vers un nombre d'acteurs vraiment extrêmement large. Et vous connaissez les applications du bois, ça va du papier au bois de construction, en passant par les piquets de clôture, les billes de chemin de fer. Enfin, c'est extrêmement large. Donc, on communique de façon permanente en fait sur cet aspect que se sourcer durablement justement permet d'éviter la déforestation. Maintenant, au sein de la société, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont quand même, voilà, on dit par exemple souvent des personnes relativement urbanisées, éduquées, qui sont très loin du monde de la ruralité et de ce qui s'y passe. Et à titre d'exemple, parfois on voit aussi dans les journaux un visiteur ou quelqu'un qui est en vacances et qui va se plaindre du coq qui chante au fond du champ. Donc il y a cet aspect-là, communication, qui est très important, et nous travaillons avec l'UCL, avec Christine Farcy, justement sur les aspects psychosociaux de la forêt et comment mieux communiquer justement le matériau bois comme étant un matériau renouvelable, etc. Alors en ce qui concerne le deuxième point, en effet concernant la Chine et les États-Unis, on est bien au courant en effet que la situation est complexe, et que dû à certaines politiques justement venant de l'extérieur, il y a vraiment énormément de bois qui part justement dans ces directions-là, et font même croître aussi le prix du bois.
Alors, c'est clair que bon, les forêts en Belgique et pays avoisinants sont certifiées PEFC. À hauteur de 90% des forêts qui sont certifiées sont sous le label PEFC. Il y a donc un approvisionnement en bois local et issu de forêts gérées durablement. Et la plupart, sans le rappeler, la plupart des communes sont certifiées PEFC en Wallonie. On va dire que c'est presque un taux de 95%, 96% actuellement. Donc voilà. Et c'est clair qu'en tant qu'acteur local, en privilégiant PEFC, vous privilégiez les circuits courts, l'emploi local et la valorisation des forêts publiques, mais aussi privées, et ainsi que l'engagement de ces personnes dans la gestion durable. Je crois qu'en effet, c'est la responsabilité de chacun quand il vend ses bois, mais que ce soit propriétaire, mais aussi certains éléments de la transformation. J'entendais que certaines entreprises vendaient également pour finir les produits en Chine. Je crois que c'est clair que nous, dans notre philosophie, c'est clairement l'idée des circuits courts, de la gestion durable est importante. Il y a clairement le fait d'envoyer ces bois ailleurs, ça a une diminution des sources d'approvisionnement local et donc du travail dans la région. Par exemple, les scieries, il faut dire ce qui est, elles sont passées de 300 dans les années 90 à 95 dans les années 2005 et maintenant on n'en compte plus qu'une septantaine. Donc c'est clair qu'il y a quand même certains secteurs qui ont été très durement impactés par ça. Et puis actuellement aussi, il y a l'aspect aussi transport. Hein. Un camion sur 1000 km égale 1 tonne de CO2. Le même genre de raisonnement, ça vaut pour un bateau qui va faire 22 000 km et émettre 7,1 tonnes de CO2 pour un conteneur de 40 pieds. Donc si on réfléchit à l'aspect durable, circuit court, il y a aussi des clés là pour vraiment aussi réduire son impact sur l'environnement. Et bon, peut-être à titre d'exemple, peut-être pour clôturer, on voit que certaines communes et projets publics, mais aussi privés, font des projets vraiment en circuit court, vraiment forêt, entreprise, et puis projet qui est placé dans la commune ou pour la société privée qui leur est demandé. Ce genre d'exemple se voit de plus en plus, et c'est clair que nous, à titre individuel, en tant que PEFC, nous promeuvons ce genre d'initiatives qui sont vraiment extraordinaires. C'est clair qu'on ne peut pas limiter les marchés d'un point de vue légal, et donc ça, c'est clair que c'est plutôt de l'ordre du politique, malheureusement. Mais c'est clair que nous continuerons à veiller à ce genre de choses-là à l'avenir. Donc voilà. Je te rends la parole. Oui, mais c'est vrai que moi je dirais, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment quelques éléments, peut-être M. Kams, qui sont tout à fait significatifs, hein, vraiment cette mise en valeur de la filière locale, la fierté aussi de travailler avec un produit qui, l'air de rien, quand on se regarde un peu, aura fait moins de 100 km depuis l'endroit où le bois, enfin environ, le bois a été coupé jusqu'au lieu d'installation, avec un traitement vraiment ici au niveau de la filière locale. Donc c'est vraiment une chose qui est à souligner. Je ne sais pas si... voilà, moi je propose peut-être de passer sur la deuxième partie de la présentation, sauf si M. Kams, vous vouliez peut-être encore ajouter quelque chose. Oui, j'avais quand même une toute petite conclusion. D'abord, pour revenir un peu sur l'intervention de Samuel, je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est trop long. Je voulais simplement dire là où le PEFC peut avoir un rôle à jouer, c'est que ces produits ces bois qui partent en Asie, ils nous reviennent en plus, donc et ils reviennent certifiés. Donc qu'ils soient certifiés, ok, mais alors qu'on fasse une classe en disant A, B, C, D, je ne sais pas comment on fait pour les produits électroménagers, mais voilà, donc c'était un peu dans ce sens-là que je voulais dire, ok, il ne faut pas oublier que je ne dis pas que tout revient, mais il y a une grosse partie qui revient sous forme de parquet, de meubles, etc., et qui sont certifiés. Donc, c'était juste un peu, je voulais attirer l'attention sur ça. Et alors, je vais faire une petite conclusion pour revenir sur une note plus positive. Je crois qu'il y a suffisamment de projets en bois indigène pour prouver que c'est réalisable. Il faut simplement respecter la matière, la connaître et adapter le projet à ses caractéristiques. Donc, il faut des architectes et des ingénieurs qui connaissent le bois indigène, mais je pense que puisqu'on l'utilise de plus en plus dans des projets comme celui de Louvain-la-Neuve, je pense que ça va se développer naturellement et qu'on n'a plus spécifiquement l'idée de se dire c'est dehors, on va mettre un exotique, les mentalités changent, quoi. C'était ça ma conclusion. Voilà, je vous laisse la parole et je suis à votre disposition.
Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà quelques belles idées de webinaires qu'on peut encore développer à l'avenir, je pense. Tant les enjeux sont multiples. Merci beaucoup, M. Gams. Ok, Mais voilà. je vais alors faire la transition sur justement PEFC en tant que tel, la certification. On a, je vais laisser, voilà, donc en gros, je vais essayer de faire vite pour ne pas trop prendre sous le temps. D'abord, pourquoi un label, le label PEFC, en quelques lignes, en faits et chiffres, ce que ça représente. Comment fonctionne la certification? Comment, et là c'est vraiment le cœur de la discussion aujourd'hui, comment intégrer PEFC dans les cahiers de charges, et puis je viendrai sur d'autres points après la présentation de Madame Lutz. Alors pourquoi un label PEFC? Le maître mot, c'est évidemment au niveau des forêts et de la gestion forestière. Je vais laisser, je pense que c'est Samuel qui a la main pour passer le slide suivant, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc peut-être en quelques chiffres, ça je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait, le rôle fondamental des forêts, véritable poumon, poumon de la planète, qui doit être protégé. Ce sont près de 4 milliards d'hectares de forêts qui recouvrent aujourd'hui la surface émergée de la planète. 300 millions de personnes vivent dans les forêts et c'est aussi pour près de 2 milliards de personnes, la forêt est un moyen de subsistance. Donc il y a vraiment, on en parlait, il y a évidemment les aspects écologiques, mais aussi les aspects socio-économiques qui sont fondamentaux à prendre en compte, tant au niveau local que partout dans le monde. Alors évidemment, au niveau biologique, les espèces animales et végétales, toute leur importance du milieu, du microcosme de la forêt. Et puis tout simplement, comme je disais, les poumons, 30% des émissions des gaz à effet de serre absorbées comme puits de carbone par les forêts. Alors, il y a, pour revenir un peu aux cours de biologie qu'on a tous eu avec la fameuse photosynthèse, que fait la forêt, que font les arbres? Eh bien, ils emmagasinent, ils respirent eux aussi, ils emmagasinent le CO2, rejettent de l'oxygène. Et on a pour effet, c'est un peu une équation que l'on retient, qui est assez facilement et que l'on exprime très souvent aussi. C'est 1 mètre cube de bois va contenir environ 1 tonne de CO2. C'est-à-dire que lorsque vous aurez coupé votre bois, ce CO2 qu'il aura emmagasiné pendant sa vie va rester dans la matière. Et c'est clair que quand on parle de construction bois, c'est un élément auquel on pense peu, mais qui est vraiment fondamental aussi. Je fais effectivement la transition sur les objectifs du développement durable. Ça, je pense que maintenant, au sein des communes et des institutions publiques, c'est quelque chose qui est connu de tous et que chacun essaye de mettre en pratique dans les différentes stratégies. Alors, 17 objectifs, on en parlera encore bientôt lors de la COP26, aussi à l'horizon 2030. Et pour chacun de ces objectifs, PEFC aussi propose des actions concrètes. Alors, je ne vais pas les énumérer ici, mais il est clair que si vous allez sur le site de PEFC, vous allez voir que pour chacun de ces engagements, PEFC a développé des standards qui sont en ligne avec les objectifs qui sont fixés. Que ce soit mais vraiment sur les 3 piliers du développement durable, que ce soit au niveau de nouveau sociologique, économique ou écologique. Quand je parlais de stratégie, effectivement, peut-être par rapport aux communes, les représentants des communes qui nous regardent, eh bien, depuis les dernières élections, les communes, en tout cas en Wallonie, ont l'obligation maintenant de mettre en place un plan stratégique transversal qui définit toute une série d'objectifs à mettre en place. Et c'est clair que la certification, le choix d'une certification dans les achats publics va certainement répondre à pas mal de ces objectifs sur lesquels, évidemment, vous êtes attendus par la population et par les citoyens. Oui. Alors justement, ces citoyens sont demandeurs de plus en plus de garanties. Donc, 2/3 des consommateurs ont une meilleure image d'entreprise qui affiche des pratiques d'approvisionnement responsable. Alors évidemment, on parle d'entreprise, mais on parle aussi d'institutions. C'est clair que c'est un aspect, on le voit, qui est vraiment attendu de tous. Et 86% de la population belge affirme ne pas vouloir consommer de produits détruisant les forêts. Ça paraît tellement évident comme ça, mais quand on regarde, on le verra un peu plus par la suite, il y a encore dans le monde un fort pourcentage de forêts aujourd'hui qui ne sont tout simplement pas protégées, qui ne sont pas certifiées, qui sont en danger. Donc je pense que c'est ici une attente qui est tout à fait légitime et qui doit être soulignée. Oui.
Alors, PEFC, comment fonctionne-t-on? Comme je disais, donc c'est au niveau mondial. C'est aujourd'hui le système de certification le plus étendu au monde. Donc, c'est près de 10% en fait, de la surface forestière mondiale qui est certifiée PEFC. On travaille avec une multitude de petits propriétaires, 750 000 à travers le monde. Et on a évidemment un impact lorsque je regarde, même si on est présent au niveau mondial, et je reviens sur l'intervention de M. Camps, au niveau belge qui est tout à fait significatif. Belge et dans les pays limitrophes, dans le sens où, vous le voyez ici, c'est un peu plus de 93% des forêts qui sont certifiées en Belgique et dans les pays limitrophes sont certifiées PEFC. Je vais peut-être aller sur un slide qui va un peu plus loin là-dessus, Samuel. Voilà, on le voit ici. Donc, sur la Belgique, la France, l'Allemagne et ainsi de suite, PEFC est clairement un partenaire privilégié pour les circuits courts. Et si je prends l'exemple de nouveau de la Belgique, de la totalité des forêts qui sont certifiées, c'est un peu plus de 90% qui le sont en PEFC. Donc c'est vrai qu'il y a une offre qui existe, il y a une dynamique, il y a une filière locale qui me demande qu'à être encouragée. À nouveau, je fais le lien encore avec la présentation de M. Camps. Il est possible pour les pouvoirs publics ici en Belgique de s'approvisionner auprès d'acteurs locaux avec des essences, les fameuses essences indigènes qui sont tout à fait qualitatives pour différents projets. Oui. Alors encore quelques chiffres. Quand on parle de certification ici en Belgique, ce sont près de 300 000 hectares de forêts qui sont certifiés PEFC. Donc plus de 700 propriétaires forestiers sont certifiés. 92%, pour être précis, des forêts certifiées le sont sous notre label. Et lorsque l'on va plus loin dans la filière, ce sont plus de 500 entreprises à la chaîne de contrôle ici en Belgique qui sont certifiées PEFC. Donc il y a vraiment, comme indiqué ici, un avantage pour les filières locales, tant au niveau socio-économique qu'au niveau environnemental. Alors, les entreprises, eh bien, elles sont dans différents secteurs, première et deuxième transformation du bois. On parle évidemment de la filière bois, mais également de la filière papier, qui est un autre secteur fondamental pour PEFC. Samuel, tu le disais, c'est qu'au niveau des scieries, il y a beaucoup, les enjeux sont énormes. On compte aujourd'hui 21 scieries certifiées, oui, pardon. Mais on essaye très clairement ici à notre niveau, PEFC, de créer du lien et de faire en sorte que nous ayons des chaînes de contrôle complètes et que du début d'un processus jusqu'à l'utilisateur final, chacun des acteurs qui va intervenir soit certifié PEFC. C'est pour nous un des enjeux et c'est vrai que le contact et la relation avec les entreprises est fondamental à ce niveau-là. En effet, hein, Bernard, comme tu le dis, c'est un cercle vertueux. Évidemment, plus il y aura de demandes pour du bois certifié, plus d'entreprises se feront certifier et plus de forestiers se feront certifier. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux, plus c'est une roue vertueuse et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Tout à fait. Alors, je vais être assez bref sur ce chapitre parce que c'est vrai qu'il est fondamental pour nous, évidemment, en termes de contrôle, mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux aspects sur comment fonctionne la certification. Oui, on doit vraiment distinguer deux choses, la certification forestière de la chaîne de contrôle, c'est-à-dire ce qu'il se passe concrètement dans les forêts, de la chaîne de contrôle qui concerne l'ensemble des acteurs. Et c'est vrai que M. Camps parlait au niveau de c'est vrai qu'on couvre pas mal de secteurs, depuis l'exploitation jusqu'à la fabrication. Donc, il y a pas mal d'acteurs ici en Belgique et ailleurs qui touchent plusieurs de ces étapes de la chaîne de contrôle. Les audits, que l'on soit en forêt ou en entreprise, sont réalisés par des organismes indépendants. Donc, ce n'est pas PEFC qui va aller sur place et qui va aller dire si une entreprise est conforme ou pas. C'est évidemment au terme d'un audit opéré par des organismes accrédité qui va définir de la conformité des entreprises. Alors, au niveau de ce qui se passe dans les forêts, il y a ici en Belgique une charte. Il y a les communes qui ont sur leur territoire des forêts certifiées le savent, hein, donc 14 critères à respecter pour une gestion durable des forêts. Ces critères vont toucher à la fois les aspects la réglementation en cours sur le code wallon forestier, c'est une évidence, mais on va aller vraiment sur pas mal d'aspects liés aux zones humides, liés à l'accès aux sentiers par les promeneurs. Donc on va vraiment toucher à différents aspects qui ne sont pas que écologiques, mais sociologiques également. Au niveau des propriétaires
public, c'est le DNF qui est en charge du suivi et de la gestion d'une certification groupée. Et la SRFB, la Société Royale Forestière Belge, va être le point de contact avec les propriétaires privés. Alors pour la chaîne de contrôle, on travaille avec des audits annuels qui sont réalisés, là aussi, comme je disais, par des organismes indépendants et accrédités. Ce sont ici les mêmes standards qui sont appliqués à chaque entreprise de la chaîne de contrôle au niveau mondial. C'est vrai que quand on regarde au niveau forestier, chaque pays, bien évidemment, en fonction de sa réalité, va développer une charte spécifique. La réalité d'une forêt en Belgique n'est évidemment pas la même que celle d'une forêt au Brésil. Par contre, au niveau de la chaîne de contrôle, les entreprises évoluent et ont des relations au niveau international. Les standards sont applicables au niveau international également. Ils touchent le secteur bois, papier ou textile. On a un système de suivi de flux qui fonctionne avec plusieurs méthodes, sans rentrer trop dans les détails, mais donc soit séparation physique ou pourcentage. On a des types de certificats selon la réalité de l'entreprise également, et aussi un système transparent qui permet à chacune des entreprises de vérifier et de la validité donc, de la certification et du périmètre de produits certifiés. C'est-à-dire que si M. Camps demain a besoin d'informations sur telle ou telle entreprise ou tel exploitant ou autre, il est possible d'avoir toutes ces informations de manière ouverte et transparente. Oui. Alors, comment intégrer PEFC dans les cahiers de charges? On a ici défini 4 étapes. C'est d'abord préparer, ensuite exiger du bois labellisé, vérifier dans un troisième temps les produits livrés et pour terminer, communiquer votre engagement auprès des citoyens. Au niveau de la préparation, on vous propose simplement de faire un inventaire des produits bois et papier déjà utilisés par vos services. Il y a des communes qui sont déjà engagées très fortement dans le processus, mais il est bon d'avoir un inventaire, de voir ce qu'il reste à faire ou ce qui a déjà été engagé. Ensuite, c'est désigner une personne responsable pour ce faire. C'est un peu comme ce qu'on fait dans le cadre de la certification aussi. On demande à une personne responsable d'être le point de contact. Et ici, c'est une personne qui va être le contact auprès de PEFC, qu'on va pouvoir conseiller aussi. Si demain, vous lancez un appel d'offres ou si demain, vous décidez d'entamer la rénovation d'une crèche ou la construction d'une plaine de jeu ou autre, on peut être en contact auprès de cette personne pour conseiller, bien évidemment. Fixer les objectifs. Alors, je parlais tantôt du plan stratégique transversal, qui est un outil parmi d'autres. Je pense que les communes n'ont pas attendu d'avoir ce fameux PST pour mettre des approches et des dynamiques en place. Mais c'est vrai que voilà, ça permet aussi de structurer les objectifs qu'on se fixe sur au moins 6 ans. Les études de marché sur la disponibilité des produits, là aussi on peut vous conseiller, mais donc il y a une base de données qui existe et il est possible de voir quelles sont les entreprises certifiées et qualifiées, et c'est vrai qu'il en existe, M. Camps en parlait, c'est vrai que travailler avec du chêne, avec un bois indigène demande une expertise, mais la filière est bel et bien là et elle peut vous renseigner. Alors, au niveau du... Oui, Samuel, je te laisse passer le slide suivant. Les exigences pour le papier, le bois ou du papier labellisé PEFC, il y a 3 éléments essentiels. Vous pouvez mentionner que tous les produits bois ou issus de matériaux bois sont certifiés PEFC ou équivalents. Le soumissionnaire que vous allez solliciter, la personne qui va travailler avec vous, elle doit en fait avoir en sa possession un certificat PEFC valide. Ça, de nouveau, c'est une information qui vous est disponible, mais qu'on peut vous renseigner aussi. C'est vraiment un prérequis pour dire, voilà, l'aménagement que nous avons fait au sein de notre commune, c'est un fournisseur certifié qui l'a garanti. Et l'outil qui est utilisé aussi pour attester de cette validité, cette certification, eh bien, c'est la facture en tant que telle, qui va mentionner un numéro de certificat, une indication claire des produits que vous avez sollicités qui sont certifiés, l'indication du pourcentage de matières certifiées, parce que tous les produits ne sont pas 100% certifiés, certains sont mélangés à d'autres matières, donc il faut pouvoir définir quel est le taux, entre guillemets, le taux de certification, la quantité livrée et la date de livraison, qui eux sont des prérequis de manière générale. Alors la troisième étape, là c'est vraiment, je vois que je vais demander à Samuel de passer au slide suivant. Comme je vous disais, la facture, là aussi on peut apporter un conseil, mais c'est bien souvent pour l'administration communale ou une institution, le support qui va permettre vraiment d'aller vérifier en profondeur
quels sont les éléments qui répondent bel et bien aux critères et aux paramètres du cahier de charge et de voir si on a quelque chose de parfaitement conforme. Donc voilà, un point aussi d'attention, une entreprise qui est certifiée ne veut pas dire qu'elle fournit un matériau certifié, donc ça aussi c'est un point sur lequel il faut être vigilant, il ne faut pas hésiter à solliciter le soumissionnaire. La communication, voilà, j'ai pris un exemple de ce qui s'est fait dernièrement en région wallonne, mais il y a un tas d'initiatives qui existent au sein de chaque commune. C'est vrai qu'ici, il y a des communes qui adoptent la charte pour des achats publics responsables, l'initiative de 2019, mais chaque commune, évidemment, a le choix, et le fait bien souvent, de communiquer auprès de ses citoyens via les différents supports pour dire, voilà, nous observons, on parlait des 17 objectifs de développement durable, l'horizon 2030, nous faisons en sorte, nous, administration communale, dans les faits, qu'il y ait un impact sur notre gestion des achats. Donc ça, c'est quelque chose qu'on recommande aussi, c'est ne pas simplement, entre guillemets, se lancer vers les produits certifiés, mais c'est aussi en faire part auprès de vos concitoyens. Voilà, moi, j'ai essayé d'être assez rapide, peut-être pour en partie pour laisser du temps à Madame Houtz. Peut-être juste encore deux choses. Vous dire que tu peux passer au slide suivant, Samuel. Les infos, vous allez les retrouver après dans une brochure qui est téléchargeable sur notre site internet. Et nous serons présents au salon Municipalia, où nous allons probablement rencontrer la plupart d'entre vous pour répondre à d'autres questions. Voilà, je vais laisser vraiment, peut-être, parce que c'est vraiment fondamental, laisser à Madame Lutz bien le temps d'expliquer ce qui est important au niveau institutionnel et de la région wallonne en matière de gestion des achats. Et alors, on va passer à la présentation. Je ne sais pas, Samuel, c'est toi qui as la présentation de Madame Lutz, je pense. Tout à fait. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, elle est bien là. Merci beaucoup. Magnifique, voilà. Vous me faites un petit oui ou autre pour quand vous devez passer à un autre point. J'essaierai de suivre évidemment votre discours pour que ça colle. Oui, c'est bien aussi. Voilà. Donc, je vais vous parler de la durabilité dans les achats publics et essayer de vous présenter quelques outils qui sont utilisables en la matière, donc pour rendre les marchés publics plus durables. Alors, les marchés publics, qu'est-ce que ça représente chez nous? Selon une base de données e-procurement qui ne reprend pas toutes les procédures, hein, il n'y a pas les PNSPP, procédures négociées sans publication préalable, et donc c'est basé sur les données de 2020, c'est un petit préambule. Ça représente 30 milliards d'euros, donc c'est pas mal. Parmi ces 30 milliards d'euros, attendez, j'ai juste un petit souci de batterie, mon fil s'est déconnecté. Désolée. Pas de souci, les aléas du direct. Voilà, a priori, c'est remis, c'est reparti. Alors, parmi ces 30 milliards d'euros, il y a 5 milliards d'euros qui sont consacrés au marché de travaux, répartis sur la Flandre, Bruxelles, Wallonie. Et donc, en Wallonie, ça représente 580 millions d'euros de marché public de travaux. Alors, donc pour continuer, tout d'abord, pourquoi avons-nous voulu rendre ces marchés publics plus responsables? Donc, il y a eu un plan d'action déjà dès 2017 qui visait à rendre tous les marchés publics responsables. Il y avait 3 objectifs. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait une grosse crise par rapport au dumping social. Et donc, voilà, c'était un élément vraiment à prendre en considération à ce moment-là. Donc, ça fait partie vraiment des aspects à mettre en avant. Alors, au niveau de l'accessibilité des PME et au niveau de la gestion des ressources, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des gros signaux d'alerte. Alors, plus récemment et spécifiquement en 2021, Circular Wallonia est arrivé, a été approuvé donc en juillet 2021, et dans ce Circular Wallonia, donc la stratégie de déploiement de l'économie circulaire sur la région wallonne, pour reprendre le nom complet et français, il y a 6 chaînes de valeur et une des chaînes de valeur est la chaîne de valeur construction, donc qui vise à rendre la construction plus durable, mais aussi plus circulaire. Donc, ça montre aussi l'intérêt par rapport à cela. Alors, plus récemment encore, suite à cette crise Covid, le plan de relance 2021 a pris forme et il y a l'axe 2 qui concerne la soutenabilité environnementale et qui vise à développer des marchés de produits et de services bas carbone. Donc, c'est dire si
les marchés publics responsables sont quand même une préoccupation importante. Alors, au slide suivant, donc 2 questions qui m'ont été posées, c'est qu'existe-t-il comme circulaire wallonne pour les chantiers publics au niveau du bois certifié durable? Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment en Wallonie de circulaire qui encourage ou qui oblige l'utilisation du bois certifié durable, comme je le note juste après. L'autre question qui m'était posée et qui se trouve au slide suivant, c'est quels sont les outils techniques par rapport au marché public durable. Alors, en ce qui concerne le bois ou le bois certifié, il n'y a pas vraiment d'outils spécifiques à ce stade. Donc, on ne peut pas directement répondre à une question de terrain. Par contre, c'est ce que je note en dessous, il existe différents outils pour aider les pouvoirs adjudicateurs. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Et voilà, différents outils qui permettent de rendre les marchés publics plus durables, plus responsables. Et ce qu'on peut signaler aussi, c'est que le secteur nous a contactés pour pouvoir travailler sur justement des clauses environnementales, plus particulièrement liées au bois. Donc ici, je vais commencer par vous présenter quelques outils qui sont valables pour tous les marchés publics, qu'ils soient donc de type service ou de type travaux. Et donc, en termes de conseils et d'expertise, nous avons un helpdesk avec une note de cadrage. Nous avons un helpdesk auquel peut s'adresser tout pouvoir adjudicateur, toute entreprise qui souhaiterait donc rendre ses marchés publics durables. Nous avons aussi, plus spécifiquement destiné au pouvoir adjudicateur, une note de cadrage juridique qui se trouve également sur notre site internet. Et on a également un guide des prix anormalement bas, donc ça concerne peut-être plus spécifiquement les marchés de travaux où parfois on a des prix un petit peu abracadabrants. Et donc là, ça nous permet d'avoir quelques conseils et orientations. Alors, on a aussi tout un volet qui consiste à sensibiliser et à échanger au niveau des marchés publics. Et donc, on a une charte achat public responsable dans laquelle peuvent s'engager les pouvoirs adjudicateurs, avec du coup aussi pas mal de conseils. Et nous avons créé un réseau wallon d'acheteurs publics responsables, voilà, qui permet également d'échanger en la matière et de se donner les bons conseils, les bonnes pratiques et les bonnes astuces pour ce qui concerne les marchés publics en général. Alors, au-delà de ces outils de sensibilisation et de conseil, on a essayé de travailler sur des outils pour rendre les marchés publics de travaux, alors à ce moment-ci, vraiment rentrer dans plus spécifiquement les marchés de travaux. On essaie de rentrer dans des outils plus concrets en termes de clauses sociales, en termes de clauses éthiques et de clauses environnementales. Il y a une réelle demande du secteur en général. La demande, peut-être, elle s'est faite au départ au niveau des clauses éthiques, comme j'en ai parlé par rapport à l'anti-dumping, mais également par rapport aux clauses sociales où là, on visait clairement à former de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes, à insérer des personnes dans le monde de la construction et donc notamment sur les chantiers de travaux et éventuellement la clause sociale flexible qui fait un peu un mixte des deux. Parallèlement à ça, pour rendre les marchés publics de travaux plus durables, il faut aussi des clauses environnementales. Alors là, il faut dire qu'on n'est pas nécessairement très, très loin en la matière. On a réalisé en 2020, l'été 2020, une enquête auprès d'un ensemble de pouvoirs adjudicateurs relativement complet, que ce soit les communes, les intercommunales, voire même les écoles, les universités, etc., voir un petit peu quels étaient, en fait, où est-ce qu'ils en étaient au niveau des marchés. Alors, voilà, nous avons obtenu 88 réponses. À partir de ces 88 réponses, on a fait des constats. On a pu constater que globalement, la moitié des pouvoirs adjudicateurs intègrent des considérations environnementales dans leur marché de travaux. On a pu remarquer aussi que 25% des pouvoirs adjudicateurs incluent des clauses dans la moitié de leur marché de travaux. Donc, voilà, donc ce n'est pas non plus une intégration systématique. Et alors, là où c'est aussi très important pour nous, c'est qu'on a vu que les freins
qui ont été relevés par cette enquête, c'est que les pouvoirs adjudicateurs manquent très fréquemment de formation et d'information. Et que pour pouvoir avancer, ils souhaiteraient, à l'instar de ce qui se fait comme pour les clauses sociales, ils souhaiteraient avoir des clauses environnementales type, donc quelque chose, grosso modo, j'exagère, mais à copier-coller dans leur cahier des charges, parce qu'ils ne sont pas contre, mais le problème, c'est de savoir le comment. Donc, on souhaite travailler vraiment sur cet aspect-là. Alors, il y a plusieurs endroits dans la chaîne de cahier des charges où on peut intervenir. Donc, voilà, je ne vous apprends rien si je vous explique toute la procédure de planification, de cahier des charges, de conception, de cahier des charges construction et finalement de travaux. Alors, donc, ça fait aussi plusieurs endroits où on peut intervenir en tant que tel pour les clauses environnementales. Alors, un endroit où on a particulièrement travaillé, c'est au niveau du CCTB. Alors, le CCTB, qu'est-ce que c'est? Donc, ce que j'explique au slide suivant, c'est un cahier de charge, un cahier spécifique de charge, de référence, donc, pour les marchés publics de travaux. Comment est-ce qu'il se compose? Alors, tout d'abord, dans le tome A, il s'agit essentiellement de clauses administratives, donc des clauses qui reprennent, entre autres, les clauses sociales, les clauses éthiques, mais pas que, évidemment, c'est tout ce qui tourne autour de la gestion des marchés de travaux. Alors ensuite, il y a des tomes qui sont beaucoup plus techniques et qui concernent vraiment les éléments qui sont repris dans un cahier des charges avec toutes leurs spécifications relatives à la mise en œuvre. Et puis le tome Z qui est le tome de référence. Bon, ça c'est le tome qui reprend les spécifications techniques, les notes d'information technique, les normes NBN, etc. Alors le CCTB, c'est un document qui se veut évolutif. En fait, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaille dessus. Et la direction du développement durable a voulu donner un caractère plus durable à ce CCTB qui, au départ, donc, est un cahier spécifique des charges pour n'importe quel auteur de projet qui souhaite l'utiliser. Et ce que je dois dire aussi, c'est que ce CCTB fonctionne avec le logiciel Vitruve, qui est un logiciel gratuit téléchargeable sur Internet. Alors nous, ce qu'on a voulu faire, par exemple, pour montrer aussi qu'on tient compte des labels, on a ici dans les parties clauses administratives du CCTB un élément, par exemple A1.52, qui reprend les moyens de preuve lorsqu'on rédige un cahier des charges et qui prend en compte en fait les labels. Donc, le label PEFC peut très bien intervenir, donc il n'est pas mentionné spécifiquement, donc c'est à l'auteur de projet à mentionner qu'il souhaite travailler avec le label PEFC et indiquer précisément à quel endroit il veut travailler. Est-ce qu'il travaille sur tous les lots, sur certains lots, en critères d'attribution, en critères d'exécution? Il y a différentes possibilités. Mais donc, les labels, ce sont bien des éléments qui sont repris dans ce CCTB et le PEFC peut en faire partie. Alors, le caractère durable qu'on souhaite donner aussi, c'est par exemple par l'ajout de matériaux de réemploi, donc au slide suivant. Et donc, on essaye de compléter les différents tomes techniques, alors les tomes 0 à 9, en y ajoutant, par exemple, des matériaux wallons durables. Et ça, ce sont des éléments qui ont été ajoutés en 2019, donc c'est une évolution encore relativement récente. Parallèlement à cela, on a aussi ajouté des matériaux de réemploi. Et donc, récemment, on a travaillé sur l'insertion de matériaux de réemploi dans le cahier des charges type bâtiment. Donc, ces 70 éléments vont venir compléter, ça et là, les tomes 0 à 9. Et voilà, c'est pour montrer le fait qu'on veut vraiment aller vers des matériaux plus durables. Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, puisqu'il a fallu choisir ces éléments, écrire les clauses techniques, et donc elles seront prochainement, ces éléments et les clauses seront prochainement publiés sur le site du CCTB. Alors, un autre point d'action au niveau des clauses environnementales se passe alors plus en amont. Là, on n'est plus au niveau du marché public de travaux, mais on est plutôt au niveau de la planification. Donc, il y a l'outil Totem
que je vais peut-être passer assez vite, mais qui est un outil qui permet de faire une évaluation environnementale des bâtiments. Ça ne permet pas de faire un classement des matériaux, mais ça permet de voir l'évaluation, l'impact environnemental. Alors, actuellement, l'outil qui est utilisé, il y a 19 paramètres qui entrent en ligne de compte. Et chacun de ces paramètres est monétarisé pour finalement arriver à une valeur en monnaie. Voilà, c'est un peu particulier comme système, mais au moins ça parle à tout le monde, pour arriver à une valeur du bâtiment en termes d'environnement. L'idée est vraiment de reprendre tout le cycle de vie d'un bâtiment, donc en y intégrant non seulement sa construction, mais son usage, sa maintenance, le démontage après, les transports des matériaux et tout ce qui entre en ligne de compte dans la construction d'un bâtiment. Et le cycle de vie repris pour ce bâtiment est un cycle de vie de 60 ans. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment une bonne approche. Alors actuellement, cet totem est utilisé à titre indicatif et permet à l'auteur de projet peut-être de faire des choix entre tel et tel processus, s'il veut optimaliser l'aspect environnemental, mais on pourrait éventuellement, dans un futur, et moyennant certaines conditions de grandeur de marché, par exemple, utiliser cet outil totem de façon beaucoup plus systématique. Alors, au-delà de l'outil totem, dans le cadre de la planification, donc très en amont aussi dans des marchés publics durables, il y a l'outil GROW, qui pour le moment n'a pas encore une valeur nationale, ça j'ai oublié de le dire. Totem est vraiment un outil national. Donc, je veux dire, c'est le même outil qui sera utilisé en Flandre, à Bruxelles qu'en Wallonie, parce qu'il est vraiment développé conjointement. Et l'outil GROW a été développé en Flandre, mais on souhaiterait l'adapter à la Wallonie, de manière aussi à pouvoir planifier au mieux donc, toute une série d'impacts environnementaux de façon intégrée, de manière à ce que tout le monde finalement soit, je veux dire, gagnant dans cette vision donc par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à la planète. Et donc l'idée aussi, c'est d'avoir un outil finalement qui soit le même dans les 3 régions, avec les adaptations nécessaires en termes de législation. Alors, un autre outil qui peut être utilisé, donc j'ai déjà parlé du CCTB qui intervient au niveau des marchés de travaux, les totems GROW PEB que maintenant tout le monde connaît qui peut intervenir au niveau de la planification. Et un autre outil qui peut être utilisé, et voilà, qui est en cours actuellement, c'est l'échelle de performance CO2. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échelle de performance CO2? Donc, c'est un outil qui a été développé initialement aux Pays-Bas. Ça fait déjà environ 10 ans que ça fonctionne aux Pays-Bas, que ça donne des bons résultats. Et c'est un outil qui permet de certifier les entreprises selon leur niveau d'ambition en termes d'émissions de CO2. Une entreprise qui se fait certifier sur un niveau 5, c'est une entreprise qui a vraiment une très forte ambition de vouloir réduire ses émissions de CO2. Alors, la certification peut se faire au niveau de l'entreprise, mais la certification peut aussi se faire au niveau du chantier. Voilà, c'est 2 approches différentes, mais les 2 sont possibles. Alors, c'est un avantage pour le pouvoir adjudicateur lorsqu'il sélectionne son entreprise de travailler avec les entreprises certifiées, parce que le pouvoir adjudicateur, entre guillemets, n'a qu'à vérifier la certification d'entreprise. Et la certification se fait par une société complètement indépendante et du pouvoir adjudicateur et de l'entreprise. C'est un organisme de certification qui le fait et qui donne donc le niveau d'ambition à l'entreprise, donc un niveau d'ambition compris entre 0 si l'entreprise ne fait rien, ou qui peut aller jusqu'à 5. Actuellement, donc, la transposition du dispositif des Pays-Bas a été réalisée en Wallonie, mais on est encore en phase de marché pilote. Et pour le moment, donc les projets pilotes fonctionnent bien. Donc, on est parti dans l'idée d'avoir 10 projets en Flandre, 10 projets en Wallonie et 5 sur Bruxelles. Alors, on n'est pas encore suffisamment loin dans cette phase pilote, dans le sens où
il faut prévoir, il faut intégrer l'échelle de performance dans les cahiers des charges de départ, il faut choisir les entreprises et puis il faut en arriver évidemment à l'exécution, c'est quand même le but. Et donc, on n'est pas encore au bout du processus de l'ensemble des marchés pilotes que pour avoir suffisamment de recul. Le recul que nous avons jusqu'à présent est tout à fait positif. Et donc ça, c'est aussi un élément qui permet de façon indirecte de travailler sur les circuits courts. Parce qu'une entreprise qui a des bonnes performances en termes d'émissions de CO2, une entreprise qui fait venir donc ses matériaux de plus près va automatiquement avoir des émissions de CO2 qui sont réduites. Et donc indirectement, travailler avec une entreprise à fort niveau d'ambition, ça c'est pas automatique, mais en tous les cas, ça va être lié avec l'utilisation de produits plus courts, de produits plus locaux, de produits provenant de distances plus courtes. Donc, c'est un effet indirect. Alors, on peut évidemment utiliser les labels dans les marchés publics, et c'est déjà ce que fait le CCTB, puisqu'il y a vraiment un article dans les clauses administratives qui est dédié à l'utilisation des labels. Alors, par rapport à ces labels, il y a différentes conditions. On ne peut pas utiliser n'importe quel label, n'importe comment. Il y a des labels qui conviennent parce que, voilà, ils sont suffisamment solides, suffisamment robustes. Et d'abord, pour pouvoir utiliser un label dans un marché public, il faut que ce label soit lié à l'objet du marché. Si une partie du label n'a rien à voir avec l'objet du marché, on ne pourra pas l'utiliser en tant que tel. Donc ça doit être clairement défini. L'objet du marché doit être clairement défini d'emblée pour pouvoir utiliser les labels qui vont avec. Alors, un label, une autre condition, c'est que les critères de ce label doivent être vérifiables. Alors, quand on parle de label PEFC, on sait que derrière, il y a tout un processus et toutes les forêts ne s'improvisent pas forêt labellisée PEFC. Donc, on sait derrière qu'il y a quelque chose qui est vérifiable, qui est mesurable de façon objective et non discriminatoire. Alors, le label doit être établi par une procédure ouverte et transparente. Et donc, il faut que n'importe quel organisme, n'importe quel, ici, si on est dans une gestion forestière, n'importe quel domaine puisse accéder à ce label et ça ne doit pas être vraiment discriminatoire au niveau de l'accessibilité. Alors, une autre condition, donc voilà, le label doit être accessible à tout le monde. Et les exigences, la 5e condition, c'est que les exigences en matière de label soient fixées par un tiers. Et donc, n'importe qui doit pouvoir demander, donc au point 5, le slide suivant, donc n'importe qui doit pouvoir demander l'obtention du label et ça ne doit pas être, je veux dire, soumis à influence. Donc, il ne faut pas non plus qu'un label soit directement associé à une marque. Un label, c'est un label, on ne peut pas parler d'un label juste en parlant d'une marque. Donc, différents labels peuvent être utilisés. Donc, les écolabels, ce qu'on appelle les écolabels de type 1, dont PEFC fait partie. Certains écoprofils, donc ce sont des labels de type 3, et certains labels sociaux donc, peuvent être utilisés dans les marchés publics. Donc, les labels ne s'utilisent pas n'importe comment, mais il y a des conditions donc, à respecter et PEFC remplit ces conditions. Alors, le label peut être utilisé comme moyen de preuve et donc, il n'est pas à ce moment-là nécessaire pour le pouvoir adjudicateur de vérifier tous les critères qui se trouvent derrière le label. Si on parle de bois géré durablement, donc selon le label PEFC, le fait de dire que le bois est labellisé PEFC suffit. On ne va pas aller voir derrière tous les critères qui s'y trouvent. Maintenant, pour un produit qui ne serait pas labellisé PEFC, mais qui répond à l'ensemble des critères PEFC, sans avoir demandé le label, il pourrait également être donc, ce qu'on appelle le label équivalent. Et à ce moment-là, il fera partie, il peut répondre au marché. Donc, le marché devra spécifier que la preuve du label est bonne ou équivalent. Donc, tous les critères qui sont derrière ce label peuvent être repris texto et alors à ce moment-là, c'est bon aussi. Alors, ce que je viens de vous balayer brièvement concernant l'utilisation des labels dans les marchés publics, vous retrouverez ça dans la note de cadrage juridique.
Et donc, elle est disponible sur le site qui est mentionné ici. Et plus spécifiquement, si vous fouillez, vous trouverez aussi pas mal d'informations sur le site marchépublic.wallonie.be. Donc là, il y a pas mal d'informations en lien avec les marchés publics. Alors, en termes de liens, vous trouverez aussi beaucoup d'informations sur notamment l'outil Totem, parce qu'en 15 minutes, moi, je ne peux pas vous le présenter, sur le CCTB, un cahier de charge type bâtiment dont j'ai parlé tout au début, sur l'échelle de performance CO2, gros, les marchés de Wallonie, la note de cadrage juridique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas s'il y avait des questions. Merci à vous, Madame Lutz. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a déjà des outils qui existent. Hein. Donc, c'est que le CCTB et Totem, et qu'il y a des initiatives pour vraiment développer encore plus, et même au niveau interrégional. Donc, c'est franchement c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Alors, il y a eu effectivement déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat et qui ont, je pense, reçu réponse de la part de Samuel. J'en vois encore une néanmoins, et ça, c'est peut-être Madame Lutz qui allait pouvoir répondre vraiment au niveau légal. Donc, de Madame Ruidan, concernant les demandes de transformation à un niveau plus local, peut-on légalement mettre des clauses à ce sujet dans les cahiers des charges des ventes de bois communaux? Donc, on est vraiment au tout début du processus. Oui. Alors, on ne peut pas faire obstacle à la concurrence. Donc ça, c'est toujours un petit peu le problème. On est dans des marchés soumis à la concurrence européenne. Donc, c'est difficile de pouvoir juridiquement pouvoir dire qu'on veut mettre des bois communaux. Je ne pense pas qu'on puisse le faire. Maintenant, voilà, l'astuce peut-être, c'est de passer par l'échelle de performance CO2, mais tout dépend aussi de l'ampleur du marché. Ça va se faire pour des marchés importants, mais ça ne va pas se faire pour des petits marchés. Parce que là, c'est quand même d'autres démarches. On en est au balbutiement. Donc, pour le moment, on travaille avec les grosses entreprises et sur les gros marchés pour pouvoir faire un peu les armes par rapport à cet outil. C'est ça, oui. J'avais peut-être une petite question par rapport à ça. En effet, dans les cahiers des charges, j'avais ouï dire qu'on ne pouvait pas évidemment délimiter d'un point de vue territorial ou même d'une distance, mais on pouvait prendre en compte, justement, comme vous le disiez, des aspects CO2 liés au transport, liés à certaines choses comme ça. Et comment est-ce que cela se fait concrètement? Comment est-ce que cela peut s'intégrer concrètement? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'inscrire ça dans les cahiers des charges? Voilà, moi personnellement, je ne connais que l'échelle de performance CO2, qui est un outil qui est en train de se développer. Maintenant, est-ce qu'on pourrait demander aux entreprises, mais voilà, je n'ai pas la formule juridique toute faite, hein, mais on pourrait demander aux entreprises de faire un bilan environnemental en termes d'émissions de CO2 et travailler sur ce critère comme étant un critère de sélection. Ça pourrait, voilà, ça pourrait être un élément, mais je n'ai pas la formule clause écrite juridiquement valable toute faite. Mais on pourrait imaginer que ce soit un critère de sélection. Faites un calcul de vos kilomètres, des transports. Ça pourrait éventuellement être envisageable. Alors, il y avait peut-être une deuxième question, mais qui a été répondue par M. Camps dans le cadre justement des questions-réponses. Mais peut-être que je vais la reposer pour que chacun puisse entendre la réponse. Alors, la question, M. Martial Camps, c'est: les ingénieurs experts qui ont participé à la rédaction du cahier des charges pour la place des sciences travaillent pour qui? Travaillent-ils pour De Grave ou pour qui d'autre? Alors, Martial, je te laisse peut-être la réponse. Alors, s'il y a d'autres questions, donc il y a le bouton questions et réponses et nous répondons volontiers encore pendant quelques minutes à toutes les questions qui viendraient. Donc, voilà. Donc, pour les ingénieurs, ce sont des ingénieurs indépendants qui ont travaillé comme consultants pour le maître d'œuvre. Donc, ils ne travaillent ni pour moi, ni pour De Grave, mais ils sont vraiment indépendants. Et d'ailleurs, c'est le maître d'œuvre qui est allé les consulter et qui les a sollicités, quoi. Donc, Ok, merci beaucoup. Je vois une autre question qui était dans la discussion. J'ai déjà entendu plusieurs projets de communes qui ont utilisé leur propre bois pour des projets. Elles l'ont fait transformer, puis utiliser en construction, mais les marchés sont scindés. Alors, je ne sais pas très bien à qui
Cette question, Monsieur Detro, s'adresse-t-elle? Si c'est à Madame Lutz, peut-être qu'elle a un élément de réponse, ou à Monsieur Camps. Ouais, si je peux intervenir, je pense que ça se fait pour des petits marchés localement via notamment, enfin, j'oublie le nom, via des ASBL là, de développement local, j'ai oublié le nom malheureusement. Mais j'ai déjà participé à ce genre, mais c'est vraiment pour des micro-marchés, quoi, hein, c'est pas pour des gros marchés publics, quoi, Non, en à ma effet. connaissance. C'est vrai que pour ma part, j'ai connaissance d'un projet qui a eu lieu, par exemple, à Péridaïsa, mais qui n'est donc pas du public. Mais là où c'était en effet la propre forêt qui était utilisée pour la réalisation d'un carport. Donc voilà, maintenant, dans le cadre du public, évidemment, s'il y a des exemples comme ça, nous sommes ravis de les entendre parce que ce sont vraiment des exemples très concrets et qui s'inscrivent également dans le Green Deal circulaire de la Wallonie. Et ce sont des projets que nous aimerions évidemment bien mettre en valeur également aussi parce qu'ils sont, comme le disait M. Cam, ce sont des initiatives qu'il faut mettre à l'honneur et qui répondent parfaitement à la philosophie dans laquelle le PEFC s'inscrit. Oui, en fait, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est via le GAL parfois que ça se fait. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des tout petits projets, quoi, hein. C'est de l'aménagement du territoire sur il y a peut-être pour 1 000 € de bois ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je ne vois plus d'autres questions ouvertes. Je propose peut-être à Bernard de faire le mot de la fin. Exactement. Et puis voilà. Mais moi, je voulais remercier d'abord Monsieur Camps et Madame Lutz pour leur participation. Donc, ils nous ont vraiment éclairé d'un côté la pratique sur le terrain au niveau des entreprises et également tout le cadre institutionnel qui existe et qui est là pour accompagner les communes notamment. Et bien, vous tous qui avez suivi le webinaire. Donc, on reste disponible pour répondre encore à d'autres questions, bien entendu. Comme l'a indiqué Samuel, la session a été enregistrée et vous allez retrouver toutes les infos, donc notamment les liens importants que Madame Lutz avait mis sur les différents outils qui existent sur sa présentation. Et voilà, si vous avez le plaisir de passer à Municipalia, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. On sera là et on vous souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au Au revoir. revoir.